compte de l'autre côté. Oh Regardez de putain. l'autre côté, les Canadair sont intervenus il y a quelques minutes. C'est la plus grosse reprise de feu à laquelle on a assisté cet après-midi. On a eu 26 000 litres d'eau qui ont été largués il y a quelques minutes. 4 Canadair, chacun 6 000 litres. C'était déjà le 3e largage que l'on voyait depuis notre arrivée. On sait qu'en tout et pour tout, depuis le début de cet incendie, plus de 550 largages ont été effectués, dont à peu près la moitié en hélicoptère. Hélicoptère bombardier d'eau que l'on voit encore sur ces images. Vous allez le distinguer derrière le panache de fumée. Lui, il permet de larguer 400, 600, 800 litres d'eau. Ça dépend du modèle d'hélicoptère. Tiens, on va retourner de l'autre côté parce que voilà, un pompier, un des sapeurs sauveteurs nous l'indique. On a des flammes désormais qui sont en train de s'approcher de la zone où nous nous trouvons. Je rappelle qu'on est dans la zone de des Jonquières, de la Jonquière, qui est une zone, de ce que l'on constate depuis notre arrivée, inhabitée, avec beaucoup de forêts, mais qui a déjà été bien consumée, cette forêt tout autour de nous, mais qui n'empêche pas, malgré tout ces reprises de feu. Voilà, on a de nouveau des flammes de quelques mètres de haut, c'est difficile de le dire à cette distance. Et donc il va a priori falloir l'intervention assez imminente des moyens aériens, parce que sur cette zone à proprement parler, il n'y a pas d'hommes sur le terrain. Forestier, soyez évidemment prudents, on respecte bien les consignes des pompiers. On a le sentiment, lorsque l'on voit vos images, Antoine, et vous qui êtes sur le terrain depuis 3 jours, que la situation évolue vraiment minute par minute, que ce qui était valable il y a 10 minutes ne l'est plus actuellement. Exactement, si vous étiez avec nous il y a ne serait-ce qu'une demi-heure, on vous montrait ce côté-là de la zone pour justement les ravitaillements par hélicoptère. On n'avait pas du tout ce panache de fumée. Donc les reprises, elles peuvent arriver comme ça par surprise pour les pompiers, parce que de base, lorsqu'on regarde ce paysage, on ne se doute pas qu'il puisse y avoir de nouveau un incendie, parce que c'est une zone qui a déjà brûlé. Tiens, les Canadair sont de retour au-dessus de nous. On va demander à Baptiste Deveau de vous les montrer. C'est des rotations qui ont lieu toutes les 15-20 minutes environ. Ils vont peut-être décider d'attaquer cette nouvelle reprise. On va le suivre ensemble. A priori, oui, puisqu'ils sont en train d'effectuer un virage à gauche. On se répète un petit peu parce que voilà, on est en direct toute l'après-midi, mais je rappelle que chacun de ces Canadair de la sécurité civile dispose de 6 000 litres d'eau. Ils sont partis se ravitailler. Ils enchaînent comme ça les rotations. En théorie, si c'est ce à quoi on assiste depuis le début, ils devraient faire un premier survol de la zone. Ça permet à chacun de ces pilotes à l'intérieur de se rendre compte de la situation, de décider si oui ou non les conditions sont acceptables pour effectuer les largages. Et une fois qu'ils auront effectué ce survol de la zone, et bien normalement ils baisseront en altitude, ils passeront juste au-dessus de ce brasier, ils effectueront chacun à leur tour des largages. 6 000 litres d'eau, c'est énorme, ça permet d'attaquer le feu, d'attaquer les flammes. Voilà, c'est ce que je vous le disais, hein, ils sont bien contournés pour l'instant ce nuage de fumée. Ils vont effectuer un tour, des fois ils en effectuent plusieurs, hein. Les pilotes ont vraiment besoin de s'assurer que la situation est correcte et leur permettra d'effectuer des largages. Ils peuvent aussi décider de ne pas larguer d'eau ici et d'envoyer à la place les hélicoptères bombardiers d'eau. On va suivre ça dans quelques minutes. Dans le même temps, je ne sais pas si vous le distinguez sur les images, mais à gauche on a toujours cet hélicoptère militaire de l'armée de l'air qui est en train d'effectuer son ravitaillement des équipes au sol. Donc on a des équipes, des sapeurs sauveteurs qui ne sont pas très loin de cette zone et qui pourront, grâce à l'eau qu'il aurait amenée, éventuellement aller attaquer ce feu, certainement quand les flammes seront un peu moins épaisses. Je guette d'un œil les Canadair qui sont en train d'effectuer leur deuxième tour au-dessus de la zone où nous nous trouvons. Je rappelle qu'on est dans la zone des Jonquières, à quelques kilomètres désormais du centre du poste de commandement des pompiers. Je vois que les Canadair derrière nous sont en train de baisser en altitude. Il est probable que dans les prochaines minutes, vous alliez assister à des largages. Ils sont en train de passer juste au-dessus de nous. Ces Canadair, ils doivent faire des choix, hein, parce qu'il y a de l'autre côté cette zone, cette grosse reprise de feu qui commence à être très intense aussi. Mais là, il va falloir attaquer la reprise de feu qui est imminente. Ça permettra d'éviter sa propagation. Le premier est en train de se positionner. Il a encore une altitude assez élevée. Il est possible qu'il fasse un deuxième survol. On va le suivre en direct sur ces images. Ce sont des Canadair de la sécurité civile. Je rappelle que depuis le début de cet incendie, plus de 500 largages ont été effectués par ces avions. Il y a également les Dash. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Il va falloir meubler un peu parce que voilà,
Les canadairs font d'abord du repérage avant d'effectuer leur lagage. Il y a également les dash, je vous disais, les dash c'est plutôt du retardant qu'ils lâchent, des produits qui permettent de retarder la propagation du feu. Eux, ces canadairs de la sécurité civile, c'est plutôt de l'eau. Ce que je vous propose, c'est qu'on laisse ces images en direct et vous puissiez les commenter avec vos invités en plateau. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces images très impressionnantes que vous nous proposez en direct évidemment sur BFM TV. Merci également à vous Baptiste Deveau pour ces images vraiment impressionnantes. On va les commenter avec vous Michael Biberon. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'UNSA sapeurs-pompiers. On voit ces dizaines et dizaines de rotations de canadaires, d'hélicoptères bombardiers d'eau qui vont essayer de traiter le plus vite possible et le plus efficacement possible toutes les reprises de feu qui potentiellement pourraient réaggraver la situation. C'est ça l'enjeu de la journée? C'est complètement ça l'enjeu de la journée, puisque on se retrouve avec le vent qui s'est renforcé par rapport à ce matin. Et donc là, ce que vous voyez donc à l'écran, c'est la rotation donc des canadaires qui larguent 6000 litres d'eau chacun. Et donc forcément, le but c'est de faire un noyage massif pour justement éviter toute reprise de feu et qui pourrait éventuellement se propager. Quelles sont les difficultés, Michael Biberon, les difficultés principales actuellement? C'est la météo, c'est aussi la zone dans laquelle on se situe, le terrain qui est escarpé avec des rues peut-être, des chemins qui sont étroits? Oui, tout à fait. Donc on se retrouve donc avec une difficulté donc météorologique, dont le renforcement du vent, même si il est un peu plus humide que la normale, puisque la tramontane est beaucoup plus sèche, et donc ça nous amène forcément une évapotranspiration de la végétation. Donc le fait d'avoir de l'humidité, forcément ça ralentit un peu la progression du feu. Alors priorité au direct, Michael Biberon, le préfet de l'Aude, Christian Pouget, s'exprime. Dans ces lisières, et donc vous voyez bien la noria des avions et des hélicoptères pour traiter les réactivations de feu qui s'organisent sur les 90 km de lisière que connaît cet incendie. Donc un dispositif qui est encore important et qui le restera autant que nécessaire jusqu'à ce qu'on éteigne définitivement cet incendie. Est-ce que vous pouvez justement nous décrire, s'il vous plaît, les moyens précis qui sont actuellement mobilisés? Alors, on a toujours 2000 sapeurs-pompiers sur le terrain. Le moyen aérien, ça varie, mais j'ai vu en arrivant 4 canadaires et 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Et donc, on a des moyens qui viennent évidemment de toute la France, y compris de Corse, avec 2 chenillettes qui aident à créer des pistes là où c'est nécessaire pour approcher le feu au plus près. Et donc évidemment un dispositif aussi avec la protection civile, la gendarmerie, et puis tout ce qui se voit pas, parce que derrière vous avez le centre opérationnel départemental avec l'ensemble des services qui sont représentés, notamment conseil départemental. Je suis accompagné des 2 conseillers départementaux du canton, parce qu'il y a la question des routes et puis les réseaux, l'eau, l'électricité, le téléphone. Donc ce sont maintenant évidemment des points importants pour rétablir le plus rapidement possible la vie. Et puis l'ensemble de la gestion de la chaîne logistique, à la fois pour alimenter et organiser la vie des pompiers qui interviennent, et puis la population qui a été évacuée et qui est accueillie dans 17 points dans les différentes mairies qui sont concernées ou non concernées par le feu, mais qui ont accueilli des personnes. Voilà, c'était évidemment une grosse opération pour plusieurs jours. Hier, on nous disait que beaucoup d'habitants, on reste sur le qui-vive. C'est vraiment ça aujourd'hui aussi. Les pompiers cherchent à fixer cet incendie. C'est pas certain, mais donc on reste tous sur le qui-vive. Oui, c'est la bonne expression et c'est la bonne attitude. Rester sur le qui-vive, écouter les consignes qui sont données par la préfecture et au plus près par les pompiers et les gendarmes, parce que encore une fois, la bataille n'est pas encore terminée. Le feu peut repartir de manière plus importante. Donc on a encore quelques jours avant de pouvoir indiquer que le feu sera totalement éteint. On organise aussi avec l'association des maires, puisqu'on a beaucoup d'appels de solidarité, de personnes qui veulent soit aider financièrement, soit apporter des moyens. Donc en accord avec le président de l'association des maires de l'Aude, Eric Menassi, il va se charger d'organiser et de
répartir cela. Et puis il y aura tout le travail qu'il va falloir qu'on mène une fois que le feu sera éteint, dans une deuxième étape, avec les collectivités locales, évidemment la communauté de communes concernées, le conseil départemental, le conseil régional et l'ensemble des opérateurs pour évidemment s'occuper de l'après, parce qu'il y aura des choses à reconstruire et des éléments à voir sur l'ensemble de l'activité économique de ces communes. Dans cet incendie, l'État fait le maximum avec les moyens dont il dispose. Écoutez, je crois que ceux qui ont pu assister à ces derniers jours le voient de manière claire. L'ensemble de la flotte aérienne disponible était sur l'Aude. L'ensemble des colonnes de renfort qui viennent de partout en France, y compris de Corse, je l'ai dit, sont présentes. Il y a une solidarité nationale qui s'exprime de manière très claire, et c'est à la fois naturel et bien évidemment nécessaire. Sur combien d'hectares parcourus, là, si on peut faire un bilan à l'instant T? On est à 16 000, toujours 16 000 hectares parcourus. Alors on est en train de pointer, vous savez, il y a toujours une différence entre les hectares parcourus et des hectares brûlés. Donc on a ces éléments-là. Et puis on commence déjà à rentrer sur l'organisation du comptage de l'après, c'est-à-dire sur ces 16 000 hectares, combien de surfaces agricoles, et dans la surface agricole, combien de surfaces de vignes, puisque vous savez qu'il y a eu un échange entre le Premier ministre et les viticulteurs sur ces questions-là. Donc on devrait être sur le périmètre du feu aujourd'hui. Bon, le chiffre n'est pas encore totalement calé, donc il est susceptible de bouger, mais de l'ordre de 800 à 900 hectares de vignes dans le périmètre du feu tel qu'il est. Et puis il faudra voir si il y a d'autres conséquences sur les vignes qui étaient non pas dans le périmètre du feu, mais dans le cône de diffusion des fumées, parce que c'est évidemment important là-dessus. Un petit point peut-être sur les communes les plus touchées à ce jour. Est-ce qu'il y a eu une évolution aujourd'hui avec les vents, etc. ou est-ce qu'on reste sur le... On n'a pas encore de bilan précis. Il est en train d'être examiné. À ce stade, moi, j'ai pas de remontée sur des évolutions significatives par rapport au premier bilan qu'on a annoncé. Combien de personnes sont obligées de rester hors de leur domicile? Alors c'est un peu compliqué à compter parce que vous savez, les gens soit viennent, repartent, etc. Donc on va dire de l'ordre de 2000 personnes à un instant T, mais ça peut varier, quoi, hein. Évidemment, on ne fait pas pointer les personnes, elles sont accueillies et si elles peuvent rentrer chez elles, elles le font. Mais évidemment, il y a ce sentiment d'inquiétude que vous évoquez, et puis après la vraie vie, quoi. Est-ce qu'on peut chiffrer les reprises d'incendie? On en avait plusieurs là sur les dernières heures. Est-ce qu'on peut les chiffrer? Non, je n'ai pas ce chiffre-là. Elles sont très fréquentes, vous le voyez, hein, ne serait-ce qu'à la noria des hélicoptères. Donc, et puis une reprise d'incendie, ça ne veut rien dire. On peut traiter juste une petite fumée, mais voilà. Et puis quelque chose d'un peu plus important avec un arbre qui est totalement en feu. Sur un volet peut-être judiciaire ou des enquêtes sur... Alors les enquêtes ont été ouvertes par le procureur de la République. Je n'ai pas d'éléments particuliers sur ces sujets. C'est bon? Merci. Très bien. Voilà donc pour la prise de parole et les dernières informations communiquées par Christian Pouget, le préfet de l'Aude. Je vais reprendre les informations essentielles qu'il a données. Donc 2000 pompiers environ qui sont toujours mobilisés, ainsi que 4 Canadair. Et puis il a rappelé ce chiffre, 16 000 hectares qui ont donc été parcourus. Voici également pour ce qui est de ces déclarations. La bataille n'est pas encore terminée, c'est ce qu'il a déclaré. Ça pourrait prendre encore plusieurs jours pour venir à bout de cet incendie. Le feu n'est pas fixé, toutefois il ne progresse plus. Alors pour essayer de comprendre, Loïc Rivière, journaliste météo BFM TV, est avec nous. On a du mal à comprendre pourquoi depuis 3 jours on n'arrive pas à venir complètement à bout de cet incendie. À cause de la végétation d'abord, hein. Ça fait déjà 3 ans qu'on alerte sur cette sécheresse prolongée, extrême. On parlait même de climat semi-aride l'an dernier, avec des précipitations parfois 2 fois sous la normale. Là, c'est le cas depuis le début de l'été, assez peu de précipitations, une végétation qui a beaucoup souffert, elle est sèche, voire morte, tout simplement. Et on l'a expliqué d'ailleurs ces jours derniers, on a dû arracher de nombreux hectares de vignes qui servaient de coupe-feu en réalité. Oui. On les a arrachés pour des raisons économiques. Ça a été un vrai problème. Tous ces hectares, des milliers d'hectares, ça a été très dénoncé, qui ont été arrachés. C'est de la garrigue, typiquement méditerranéen.
naine, ce sont des pins, des pinèdes qui partent en fumée en ce moment. On le voit très bien sur ces images. Et il y a le facteur vent, surtout, hein, qu'on surveille ces dernières heures. Il a eu tendance à faiblir progressivement. Là, on a encore des rafales à 25 voire 30 km/h sur ce secteur. 31 degrés relevés à la Grasse et 30% d'humidité. C'est évidemment très bas. Si on zoome sur ce vent, on voit bien qu'il est plus faible, oui, mais difficile à anticiper. Il a tendance à tourner assez facilement et avec les reliefs, il peut accélérer rapidement. Et justement, on évoquait les hectares de vignes qui ont brûlé. Le préfet de l'Aude, Christian Pouget, évoquait 800 à 900 hectares de vignes brûlés. On va vous retrouver, Célia Vallet. Vous êtes avec un viticulteur dont les hectares de vignes ont été sinistrés également à cause de cet incendie. Absolument, on est à quelques kilomètres du village de Fontjean-Couze, qui est inaccessible pour l'instant tellement il y a des flammes et tellement ce feu est encore actif. Ici, dans ce domaine viticole, tout s'est passé très vite. Vous allez voir sur les images de Lucas David, regardez le feu qui a tout brûlé sur son passage ici. Tout s'est passé en quelques minutes. Laurent, merci d'être avec nous. Racontez-nous cet épisode. Vous avez pu mettre votre famille à l'abri et en quelques minutes, les flammes étaient chez vous. Hier vers 17h30, 18h, donc je suis arrivé sur le domaine, le feu était pas loin, et à l'espace de quelques minutes, il est arrivé sur les bâtiments, suivi des pompiers, donc on a lutté pour éviter que les bâtiments prennent feu, et on peut considérer qu'en un quart d'heure, le feu avait passé les bâtiments, avait sauté la vallée, on était quasiment encerclés par les feux, les fumées, et énormément de brindilles ardentes qui allumaient des départs partout. Donc on a sauvé le maximum de choses. Malheureusement, l'hangar agricole ainsi que tout le matériel agricole qu'il contenait a été totalement détruit. On le voit, cet hangar juste derrière vous, peut-être que Lucas David peut nous montrer. Tout est allé très vite et beaucoup de pertes matérielles, hein, Laurent, c'est ça. Et le feu était partout chez vous dans votre vie. Et on n'était pas suffisamment nombreux pour lutter partout et en même temps. Donc on a dû se concentrer sur les habitations. Malheureusement, la cave de vinification a été complètement détruite avec son matériel et le vin qu'elle contenait. Donc on a été contraint de voir nos outils de production brûler et à ne pouvant rien faire. Ça se chiffre en millions d'euros aujourd'hui? On peut considérer que le préjudice matériel et la reconstruction qui va avoir lieu va se chiffrer en millions d'euros si on ajoute la perte de production, parce qu'à un moment donné, on va pas pouvoir assumer tout ça, quoi. Vous me disiez, à catastrophe exceptionnelle, dispositif et aide exceptionnelle, qu'est-ce que vous attendez du département, de la région, voire du gouvernement? J'espère que les assureurs vont être à la hauteur, vont nous aider de façon exceptionnelle, ainsi que les services départementaux du gouvernement vont arriver à mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de ne pas, impacter nos trésoreries qui sont déjà affaiblies depuis 2 ans avec des aléas climatiques très compliqués et puis une crise viticole qui aussi était conjuguée à ces aléas climatiques. Donc on attend vraiment un soutien, parce que sinon beaucoup de viticulteurs et agriculteurs vont arrêter faute de ne pouvoir investir à nouveau. Ça, c'est une évidence. Et ça voudra dire que si on a plus de déprises du milieu rural, on va se retrouver avec plus de friches, et le désastre qu'on a subi ici se reproduira ailleurs sans problème. Donc il faut à tout prix continuer à cultiver pour pouvoir avoir un effet de pare-feu. Merci beaucoup Laurent et bon courage pour la suite. On est sur une zone qui est encore active. Il y a des fumées un petit peu partout. Les pompiers sont ici aussi autour des axes routiers et on voit le balai des hélicoptères et des Canadair dans les airs. Ce feu qui est toujours actif et qui progresse encore aujourd'hui. Merci beaucoup Célia Vallet avec Lucas David. On le voit derrière les chiffres, derrière les statistiques, il y a évidemment ces réalités humaines, des personnes qui sont en train de tout perdre, des années d'une vie. Gaël Musquet, la question, et ce viticulteur en parlait, c'est aussi celle de l'après, de ce qu'on pourra faire mieux. Il y a aussi celle du débroussaillage qui va être importante pour protéger mieux les habitations et les villages. Oui, c'est un des piliers de la prévention en matière de feu, débroussailler, laguer, traiter ces végétaux, traiter aussi ces déchets végétaux pour qu'on puisse évidemment avoir un maximum de coupe-feu. Cette réalité aussi, elle s'impose à nous.
On oublie souvent que les risques naturels, ça appauvrit. Et ça touche malheureusement les personnes les plus vulnérables. Ce sont les pauvres, les femmes, les enfants, les personnes en situation de handicap qui sont les premières victimes malheureusement de ces catastrophes. Et donc c'est très important d'avoir aujourd'hui, dès 2025, et on le dit depuis des décennies, des outils financiers qui permettent d'accompagner ces personnes après ces catastrophes, avant ces catastrophes, qu'elles puissent avoir de quoi se protéger, de quoi traverser ces catastrophes, mais aussi de quoi avoir et de quoi faire mieux. C'est la quatrième priorité du risque du cadre d'action de Sendai que la France a signé en 2020. C'est aussi ça, faire et reconstruire mieux. Merci beaucoup Gaël Musquet, 14h53 sur BFM TV, vous restez bien avec nous. Dans un instant, notre édition spéciale se poursuit avec ces dernières informations données par